Le moine qui a tout vendu pour sauver son village. Le monastère était en flammes. Et le frère Kenji avait exactement 3 heures pour devenir l'homme le plus riche du Japon, ou regarder mourir tous ceux qu'il aimait. Ce n'est pas une histoire de religion. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsqu'un homme qui ne possède rien découvre qu'il a tout à perdre. Printemps 1847. Province des Shizan. Le frère Kenji était agenouillé dans le jardin du monastère, les mains enfoncées dans la terre, lorsqu'il entendit les cris. Il courut vers le village en contrebas. Ce qu'il vit lui arrêta le cœur. Des samouraïs. Des dizaines. Les hommes du seigneur Takeda incendiaient les maisons, traînaient les familles vers la place du village. Le seigneur de guerre, assis sur son cheval, observait le chaos comme un spectacle. Kenji se fraya un chemin dans la foule. Il trouva l'ancien du village, allongé au sol, en sang. « Il veut 10 000 ris » haleta le vieil homme. « Des pièces d'or. Une fortune. 3 jours, où il emmènera nos enfants comme esclaves. » Kenji regarda autour de lui. Pêcheurs. Paysans. Cultivateurs de riz. Ensemble, ils pourraient peut-être rassembler 50 riz. Peut-être. Le rire du seigneur Takeda trancha à travers la fumée. « Ton Bouddha ne peut pas t'aider maintenant, moine. » Kenji marcha droit vers lui. Chaque instinct lui hurlait de s'arrêter, mais ses jambes continuaient d'avancer. « J'obtiendrai ton or, » dit Kenji. La place devint silencieuse. Takeda se pencha depuis son cheval, amusé. « Toi, tu ne possèdes qu'un bol de riz et un tapis de prière. Donne-moi 3 jours. » 3 heures, dit Takeda. Au coucher du soleil. Sinon, je commencerai par les enfants. Il partit en riant. Les villageois regardaient Kenji comme s'il avait perdu la raison. Peut-être l'avait-il perdu. Un moine sans rien, promettant tout. Mais Kenji possédait quelque chose que le seigneur Takeda ignorait. Quelque chose qu'il avait gardé caché pendant 20 ans. Il se mit à courir vers la montagne. L'abbé trouva Kenji dans sa cellule, en train d'arracher une planche du plancher. « Que fais-tu » Kenji sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur, un seul objet enveloppé dans de la soie. Un seau de jade. Le tampon personnel du trésorier du shogun. « Avant d'être moine, dit Kenji, j'étais quelqu'un d'autre. » Les yeux de l'abbé s'écarquillèrent. « Tu étais Kenji Matsuda. Le prince des marchands. » 20 ans plus tôt, Kenji avait été le commerçant le plus puissant d'Edo. Navires. Soie. Armes. Il avait bâti un empire avant ses 30 ans. Puis sa femme était morte en couche, emportant leur fils avec elle. Il avait tout quitté. Donné toute sa fortune aux pauvres. Choisi de devenir rien. Mais il avait gardé le sceau. La seule chose capable d'ouvrir n'importe quelle porte au Japon. Si j'utilise ceci, dit Kenji, je redeviens cet homme. Tout ce que j'ai construit ici, tout ce que j'ai appris, disparaît. L'abbé posa une main sur son épaule. Certaines prisons, nous les choisissons. D'autres nous choisissent. Mais ces enfants n'ont choisi rien de tout cela. Kenji regarda le seau. Puis la fumée qui montait du village. Il avait 3 heures pour se souvenir comment redevenir quelqu'un qu'il avait passé 20 ans à essayer d'oublier. « J'ai besoin de ton cheval le plus rapide, dit-il. » Kenji chevauchait comme si son passé le poursuivait. Parce que c'était le cas. Le quartier marchand de Kanazawa. À 45 minutes de là. Il lui restait 2 heures. Il fit irruption dans la plus grande maison de commerce, toujours vêtu de sa robe de moine. Des hommes en soie coûteuse se retournèrent et le fixèrent. « Je dois voir Ichiro Tanaka », annonça Kenji. Un garde lui barra le passage. « Maître Tanaka ne reçoit pas les mendiants. » Kenji leva le seau de jade. Le visage du garde devint livide. En quelques secondes, Kenji se retrouva dans une pièce à l'arrière. Ichiro Tanaka était assis derrière un bureau couvert de registres.
Plus âgé, plus grisonnant, mais avec le même regard perçant. « Kenji Matsuda » murmura Tanaka. « On disait que tu étais mort. J'ai besoin de 10 000 ris. Maintenant. » Tanaka éclata de rire. « Même si je les avais, ce qui n'est pas le cas, pourquoi te les donnerais-je? Tu as disparu. Laissé des affaires inachevées. Tu m'as coûté une fortune. » Kenji se pencha en avant. « Parce que je sais où le navire hollandais va accoster. » Tanaka cessa de rire. « Celui qui transporte des fusils portugais, » continua Kenji. « Celui que tous les seigneurs de guerre du Japon essaient de trouver. Je sais quand et où. Un mensonge. Mais un bon. » Les doigts de Tanaka tambourinèrent sur le bureau. « Même si c'était vrai, il me faudrait une garantie. » « Le monastère, dit Kenji. La terre. 300 acres. Les bâtiments du temple. Tout. Ce n'est pas à toi de l'offrir. Ça le sera. Donne-moi l'or. Si je ne te rembourse pas dans 30 jours, tout est à toi. » Tanaka l'observa longuement. « Pourquoi? Pourquoi revenir pour ça? » Kenji pensa aux enfants sur la place. « Parce qu'il y a des dettes auxquelles on ne peut pas échapper. » Tanaka accepta. Mais c'est ici que l'histoire devient intéressante car Kenji venait de conclure un marché qui allait soit sauver tout le monde, soit détruire le seul foyer qui lui restait. Si vous voulez voir comment tout cela se déroule, abonnez-vous maintenant. Croyez-moi, ce qui va suivre changera à jamais votre manière de voir le sacrifice. À présent, Kenji n'avait plus qu'une heure et un or qui ne lui appartenait pas vraiment. Mais le seigneur Takeda voulait de l'argent comptant, et Tanaka ne lui avait donné qu'une lettre de promesse. Le véritable défi ne faisait que commencer. Kenji se rendit à cheval chez l'usurier. Maître Shen, un marchand chinois qui avait financé la moitié de l'ancien empire commercial de Kenji. 30 minutes avant le coucher du soleil. Le serviteur de Shen ouvrit la porte. Il regarda la robe de moine et commença à la refermer. « Dis-lui que Matsuda est ici, » dit Kenji. « Dis-lui que je viens réclamer sa dette. » 5 minutes plus tard, il était assis en face de Shen. « Tu as sauvé ma famille pendant la famine de riz, » dit Shen doucement. « Je t'ai promis de te rembourser. » Mais ça? Il regarda la lettre de Tanaka. « C'est de la folie. J'en ai besoin en pièces. Maintenant. » « Autant d'or? Il est dans mon coffre, mais Matsuda sent ce que tu demandes. » « Je ne demande pas. » Shen le fixa longuement. Puis hocha lentement la tête. « Tu as changé. Et pourtant, tu es resté le même. » Ces hommes apportèrent l'or. 10 000 ris dans des coffres en bois. Leur poids faillit briser le dos du cheval. Kenji repartit au galop vers le village. Le soleil touchait l'horizon. Il n'arriverait pas à temps. Puis il les vit, des enfants du village, alignés le long de la route, formant une chaîne humaine. À mesure qu'ils dépassaient chaque groupe, ils couraient devant, dégageant le chemin, l'avertissant des obstacles. La fille du pêcheur. Les fils du fermier. Tous risquant une punition pour l'aider. Le soleil n'était plus qu'un mince croissant rouge lorsque Kenji atteignit la place. Le seigneur Takeda était assis sur son cheval, son épée levée au-dessus d'un enfant agenouillé. « Attendez !» cria Kenji. Kenji laissa tomber les coffres aux pieds de Takeda. Des pièces d'or se répandirent dans la poussière. Les yeux de Takeda s'écarquillèrent. Puis se plissèrent. « Comptez » ordonna-t-il à ses hommes. Ils comptèrent. 10 000 exactement. Mais Takeda ne bougea pas. Intéressant. Un moine qui produit une fortune en 3 heures. Ce qui veut dire que tu n'es pas vraiment un moine, n'est-ce pas? Le village retint son souffle. Je suis celui que je dois être, dit Kenji. Takeda sourit. Je sais qui tu es. Kenji Matsuda. Le marchand devenu mendiant. Il se pencha vers lui.
Cela change les choses. Nous avions un accord. Nous avions un accord avec un moine sans valeur. Mais Kenji Matsuda? Sa parole a du poids. Sa réputation, ses relations, sa connaissance des routes commerciales. L'estomac de Kenji se noie. Voici ma nouvelle offre, dit Takeda. Laure achète un mois de paix pour le village. Mais toi, tu viens travailler pour moi. Utilise cet esprit brillant pour me rendre plus riche. Fais cela, et je laisserai ces gens tranquilles pour toujours. Et si je refuse? Takeda fit un geste vers ses samouraïs. Je prends quand même l'or. Et les enfants. À toi de choisir, prince marchand. Les sauver pour un mois, ou les sauver pour toujours. Les villageois se mirent à crier. L'abbé s'avança. Ne fais pas ça, Kenji. Ne vends pas ton âme. Mon âme? La voix de Kenji se brisa. Mon âme ne vaut pas la liberté d'un seul enfant. Mais Takeda n'offrait pas la liberté. Il offrait une autre forme de prison. Kenji regarda alors. Les enfants. Le monastère sur la colline où il avait trouvé la paix. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit Kenji. Tu as jusqu'à l'aube, répondit Takeda. Choisis bien, moine. Certains hommes sont faits pour le pouvoir. Le refuser ne te rend pas saint. Cela fait juste de toi un lâche caché dans des robes. Il partit avec ses hommes, laissant l'or derrière lui. Le village célébrait. Mais Kenji retourna seul vers le monastère. Kenji était assis dans la salle de méditation. L'abbé le trouva là, à minuit. « Tu penses à dire oui ?» dit le vieil homme. « Si je ne le fais pas, il reviendra. Les hommes comme Takeda reviennent toujours. Et si tu acceptes? Tu redeviens ce que tu as fui. Le pouvoir. L'avidité. La faim sans fin d'avoir toujours plus. » Les mains de Kenji tremblaient. Je ne sais pas comment être les deux. Le marchand et le moine. Peut-être que Takeda a raison. Peut-être que je me suis caché. L'abbé s'assit à côté de lui. Laisse-moi te parler de Siddhartha. Avant de devenir Bouddha, il était un prince. Il avait tout. Il a renoncé à tout, et est devenu un ascète, ne possédait rien. Il s'est affamé presque jusqu'à la mort en cherchant l'illumination. Je connais cette histoire. Vraiment? Parce qu'il n'a pas trouvé l'éveil dans la pauvreté non plus. Il l'a trouvé dans la voie du milieu. Ni l'indulgence, ni la privation. Il a accepté un bol de riz d'une jeune fille du village, et il a mangé. Kenji leva les yeux. Le chemin ne consiste pas à ne rien avoir, poursuivit l'abbé. Il consiste à ne s'attacher à rien. Tu peux toucher l'or sans t'y agripper. Tu peux utiliser le pouvoir sans le laisser t'utiliser. Ah, comment? En te rappelant pourquoi tu le tiens. L'abbé se leva. Il existe une troisième option que tu n'as pas envisagée. Tu réfléchis comme un moine ou comme un marchand. Essaie de réfléchir comme les deux. Il laissa Kenji seul avec ses paroles. Et lentement, à mesure que l'aube approchait, Kenji commença à comprendre. Au lever du soleil, Kenji retourna sur la place. Le seigneur Takeda l'attendait avec ses samouraïs. « Ta réponse, moine ?» « J'accepte, » dit Kenji. Des exclamations s'élevèrent parmi les villageois. L'abbé ferma les yeux. « Mais j'ai des conditions, » poursuivit Kenji. Takeda éclata de rire. « Tu n'es pas en position de... Tu veux le prince marchand? Alors tu l'auras tout entier. Y compris la partie qui négocie. » Kenji fit un pas en avant. « Je travaillerai pour toi pendant 1 an. Durant cette année, je triplerai ta richesse grâce à mes connaissances et à mes relations. » Les yeux de Takeda brillèrent. « Mais, ajouta Kenji, pour chaque pièce que je te fais gagner, la moitié servira à construire des écoles dans cette province. Des écoles pour les enfants de paysans, de pêcheurs et de marchands. Des lieux où ils apprendront à lire, écrire,
compter et commercer. Pourquoi accepterais-je cela? Parce que des gens instruits deviennent de meilleurs travailleurs, de meilleurs commerçants, de meilleurs soldats. Dans 5 ans, cette province sera la plus riche du Japon. Et tu seras le seigneur de guerre qui l'a rendu prospère. Takeda réfléchit. De plus, ajouta Kenji, on se souviendra de toi comme du seigneur qui a investi dans son peuple. Pas comme de celui qui a réduit des enfants en esclavage. L'histoire se souvient des bâtisseurs, pas des brutes. Un long silence suivit. Puis Takeda sourit. 1 an. Tu triples ma richesse et tu construis tes écoles. Mais si tu échoues à la tripler, tu travailleras pour moi pendant 5 ans. Sans condition. D'accord. Ils scellèrent l'accord par une révérence formelle. Takeda repartit à cheval. Les villageois entourèrent Kenji, ne sachant s'ils devaient se réjouir ou pleurer. « Que as-tu fait » demanda quelqu'un. « Quelque chose de nouveau » répondit Kenji. 1 an plus tard. Kenji se tenait dans la première école, regardant des enfants apprendre les mathématiques. 20 écoles avaient été construites à travers la province. La richesse du seigneur Takeda avait quadruplé. Mais surtout, les enfants qui s'étaient tenus sur cette place étaient désormais assis à des pupitres. Tanaka avait été remboursé. Les terres du monastère étaient sécurisées. Kenji portait des vêtements de marchand la semaine et la robe de moine le dimanche. L'abbé le trouva à l'école. « Tu as réussi » dit le vieil homme. « Nous avons réussi. Mais je ne sais plus vraiment ce que je suis. Moine? Marchand? Les deux? Aucun des deux? Est-ce que cela a vraiment de l'importance ?» Kenji regarda une jeune fille résoudre une équation. La fille du pêcheur. « J'ai passé 20 ans à croire que je devais être une seule chose, » dit Kenji. « Soit poursuivre la richesse, soit la rejeter. Soit m'engager dans le monde, soit le fuir. Mais peut-être que la vraie question n'est pas ce que nous possédons ou non. Quelle est-elle? Pourquoi nous sommes ici, tout simplement. Et ce que nous faisons avec tout ce qui nous est donné. » L'abbé sourit. « Maintenant, tu penses comme Bouddha et comme un homme d'affaires. » Kenji rit. « C'est permis, ça? Et qui pourrait t'en empêcher? » Ce soir-là, Kenji marcha entre le monastère et le quartier marchand. Entre deux mondes qu'il avait crus opposés. Il avait tout vendu pour sauver son village. Puis il l'avait racheté autrement. Non pas avec de l'or, mais avec un but. Voici ce que la plupart des gens ne voient pas dans cette histoire, Kenji n'a pas choisi entre être moine ou marchand. Il a choisi d'être quelqu'un qui utilise tout ce qu'il a pour quelque chose qui compte. Voilà la véritable leçon. Si cette histoire a changé votre manière de voir le succès, le sacrifice ou le sens de la vie, abonnez-vous à cette chaîne. Nous partageons des histoires comme celle-ci chaque semaine, une sagesse ancienne pour les défis modernes. Cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Le monastère est toujours debout. Les écoles enseignent toujours. Et quelque part entre les deux, il existe un chemin qui n'apparaît que lorsque vous cessez de fuir qui vous êtes et commencez à marcher vers ce que vous êtes destiné à devenir. Parfois, la seule façon d'avancer est d'emmener tout avec soi, même les parties de vous que vous pensiez avoir laissées derrière.